En cette premier bloc de conférence d'ouverture, bienvenue à Montréal, bienvenue au Ciel Canada pour cette édition 2024 qui va battre son plein depuis quelques minutes ou une heure. On va commencer une première conférence et un bloc où on parle de valorisation de marque et durabilité. Et les conférences sont présentées par FAC, donc Financement Agricole Canada, désolé. Donc, voyons une petite vidéo. La production d'aliments fait tourner l'économie d'ici. Vous les transformez, les emballez ou les transportez? Vous êtes essentiel à l'avenir de notre pays. Et nous sommes là pour vous aider, entièrement dédiés à l'agroalimentaire. FAC offre du financement et des connaissances sur mesure pour appuyer une diversité de gens, leurs projets et leurs passions. Vous êtes là pour nourrir le monde et nous sommes là pour vous. FAC, rêver, bâtir, réussir. Donc, partons ce premier bloc de discussion. On va débuter justement un bel échange sur les opportunités de valorisation de marque à travers deux choses, à travers l'économie circulaire et l'optimisation aussi des emballages. On parle beaucoup de générer, donner, essayer de créer de la valeur pour nos marques, faire parler de nos marques. Donc, ce matin, j'accueille Geneviève Dionne de Éco-entreprise Québec et Jonathan Rodrigue de l'entreprise Still Good. Geneviève, juste en introduction, justement, te présenter ton rôle et puis en même temps voir les accomplissements de EEQ, là, surtout en 2023, de bels accomplissements. Ça marche-tu? Allô? 1, 2, 1, 2. Micro, testing. Allô? Oui. OK. Est-ce qu'il y a la diapositive? Oui. Juste pour être certaine de dire les bonnes choses au bon moment. Alors, bonjour tout le monde. Je suis la directrice principale éco-conception et éco-modulation chez Éco-entreprise Québec. Ça fait 14 ans que je travaille pour l'organisation. Je suis responsable de l'équipe éco-conception et recyclabilité qui fait beaucoup de choses avec les producteurs. On va en parler un petit peu plus tard. Puis récemment, nouvellement responsable de l'équipe tarifaire. Donc, quand on parle de tarifs, on veut parler d'éco-modulation. Ça aussi, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Ce que je voulais vous mentionner d'entrée de jeu, c'est qu'en 2022, Éco-entreprise Québec a été nommé l'organisme de gestion désigné. C'est un terme super sexy pour dire qu'on va finalement piloter là, la REP, la responsabilité élargie des producteurs à partir de 2025. Donc, on va passer d'un système qui existe actuellement où on compense des coûts municipaux pour la collecte sélective à devenir les donneurs d'ordre, donc les opérateurs de la collecte sélective. Donc, c'est un changement important pour Éco-entreprise Québec. Puis, on se prépare vraiment à ça depuis plusieurs années et c'est la course pour le 1er janvier. On s'entend, on ne réglera pas tout le 1er janvier, mais on travaille fort là-dessus. Ça fait en sorte qu'on est allé chercher, maintenant les producteurs doivent être membres chez Éco-entreprise Québec, donc on a plus de 2400 membres depuis notre désignation. Vous avez peut-être vu passer aussi la construction d'un nouveau centre de tri dans l'est de Montréal. Le bâtiment est presque entièrement monté à l'heure actuelle, donc va commencer ses activités à partir de l'année prochaine. Centre de tri avec de la nouvelle technologie, qui va avoir aussi de l'espace pour recevoir des visiteurs. C'est important aussi d'amener les entreprises voir ce qui se passe en fin de vie. Puis je terminerai en vous mentionnant que l'année dernière, on a organisé un événement qui s'appelait le PAC Lab, donc un laboratoire pour repenser les emballages. On a d'autres activités qui vont venir au cours de l'année et l'année prochaine. Puis le PAC Lab faisait un peu du pouce sur un documentaire qu'on a lancé en 2022 qui s'appelle Tout déballer. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir sur YouTube. Il y a la version anglaise Unwrapping. Puis on a aussi maintenant le rôle d'information, sensibilisation, éducation citoyenne. Donc la campagne Bac Impact qui a été lancée au début de cette année. Merci Geneviève. On accueille aussi Jonathan Rodrigue, fondateur et visionnaire président de Still Good. Pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas entendu, Still Good a eu, après un long cheminement dans un concours organisé par Agriculture Canada, le Food Waste Challenge, donc le fameux défi du gaspillage alimentaire au Canada. Donc, l'entreprise Still Good a remporté le Grand Prix canadien de l'entreprise qui s'est démarquée, justement, à travers plus de... Combien d'inscriptions déjà, Michael? 1, 2. Micro?
Allô? Tiens, on va aller avec ça. Bonjour. 360 à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Puis, justement, rapidement, si tu avais à te présenter, qu'est-ce qui a fait que tu as démarré tout ça il y a quelques années, cette idée? Oui, bien écoute, bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir sur le plateau, c'est pour pouvoir partager un peu nos petites histoires. Pour Stillgood, l'histoire de Stillgood commence il y a 20 ans. En fait, je vais faire ça court, mais il y a 20 ans, j'étais plus jeune homme, disons ça comme ça. Je faisais du bénévolat dans un OBNL et je donnais des paniers de nourriture à des familles, des enfants, pour me rendre compte ou poser des questions sur comment ça se fait. Tu sais, la canne bossée, les fruits et légumes un peu bizarres, ça ressemblait à des produits qu'on pourrait retrouver à l'épicerie, mais qui n'étaient pas là. Tu sais. Poser des questions pour se rendre compte qu'à l'époque, c'était des produits qui étaient du gaspillage alimentaire, qui étaient théoriquement jetés. Ces organisations-là reprenaient ça pour donner ça aux gens. Dans le besoin, puis moi, dans ma tête, à ce moment-là, étant jeune homme, les fils se sont comme un peu touchés. Je me suis dit, mais ça se peut-tu que je suis en train de faire du bénévolat présentement, en train de donner de la nourriture à des gens qui ont faim, puis qu'il y a des milliers de tonnes de nourriture qui sont gaspillées? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Et j'ai eu l'opportunité d'avoir une carrière professionnelle dans ce domaine-là pendant plusieurs années, qui m'ont amené en 2016-17 à peu près à commencer à réfléchir à un modèle qui était pour travailler plus précisément avec les sous-produits alimentaires, donc ce qui est généré dans l'industrie lorsqu'on fait de la production. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire de Stillgood est partie de cette manière-là. Bien, merci. Puis, il y a 2 semaines, en plus, c'était la célébration de votre 5e anniversaire, fait que félicitations là-dessus. Merci. Et une belle lancée. Pour démarrer, on va avoir justement nos 2 experts, une dizaine de questions ce matin où on va couvrir plusieurs choses. Le rapport de développement durable de Deloitte présentait justement, on mentionnait qu'on en parle de plus en plus, on parle beaucoup justement d'empreinte environnementale, de tous nos impacts, mais après pandémie, imaginez-vous donc qu'il y a moins d'actions concrètes aujourd'hui qui se passent qu'avant pandémie. Donc, on en parle beaucoup, mais peu de gens passent à l'action. Fait que c'est ça aussi le but de la discussion ce matin, c'est de voir ensemble, prenons ce prochain demi-heure ensemble pour discuter des actions concrètes, autant du côté Éco-entreprise Québec que Stillgood peuvent apporter à l'industrie. On va commencer avec notre première question pour Geneviève, justement, dans ce contexte-là aussi de modernisation, puis comme vous êtes responsable, comme tu viens de dire, de la gestion collective, pourquoi c'est important pour Éco-entreprise, justement, Québec, d'offrir ces services d'éco-conception, d'emballage à ses membres et aux transformateurs de l'industrie? D'entrée. Ah, il n'est pas plus. Non, c'est ça. Bon, on va se passer le micro. Alors, d'entrée de jeu, je trouve toujours que c'est important de le mentionner parce que ça prend quand même une compréhension puis un savoir-faire aussi pour parler d'éco-conception d'emballage. Donc, moi et mon équipe, on a tous une formation en design industriel puis une formation en environnement. Donc, la conception de produits d'emballage, ça fait partie de notre déformation professionnelle. Donc, et comme vous voyez sur la diapositive, en fait, l'attention que je voulais porter, c'était sur le fait que la recyclabilité d'un emballage, quand on parle de collecte sélective, ça commence à la table à dessin, à l'esquisse de notre emballage, à son choix, au choix de matériaux, forme, fonction. Donc, pour nous, la recyclabilité, c'est pas uniquement ce qu'on va retrouver sur un emballage ou quand on dit « je dépose dans le bac » ou « c'est chez le conditionneur », c'est plusieurs étapes mises ensemble. Donc, pour nous, c'est important aussi de mentionner qu'on représente les entreprises depuis 2005. Puis c'est en 2010 qu'on a commencé à travailler des initiatives au niveau de l'éco-conception. On a mis ça au cœur de notre démarche au niveau de la responsabilité élargie des producteurs. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'on accompagne les entreprises, puis on raffine nos approches, nos outils, nos initiatives pour aller plus loin et avoir vraiment des effets de levier avec les entreprises. Ce qui est un peu notre force, puis ce qui est intéressant d'être avec Jonathan aujourd'hui sur la scène, c'est que nous, on a une vision holistique de l'emballage, une vision systémique. On n'est pas des experts là, de l'emballage pour la sauce à spaghetti ou de l'emballage pour les haricots verts, mais on a cette vision globale, puis c'est ça qu'on veut porter parce que l'emballage, au-delà de ce qu'on regarde sur les tablettes,
ils se promènent, ils circulent, donc cette vision systémique est importante. Il y a aussi le fait, comme je le mentionnais, qu'on devient les opérateurs du système de collecte sélective. Donc, pour les producteurs, c'est de plus en plus important, je dirais incontournable, de dire mon emballage, je vais faire des efforts pour l'éco-concevoir. C'est quoi éco-concevoir? Réduire le volume, la masse intégrée du contenu recyclé, revoir notre scénario d'usage, l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire, mais c'est aussi miser sur sa gestion en fin de vie. Donc, est-ce que mon emballage va être récupéré, trié et recyclé? Il faut, puis ça c'est quelque chose aussi que je martelais depuis quelques années, puis je vais terminer là-dessus avant de te laisser la parole. Toute forme d'innovation n'est pas une forme de progrès. Puis dans le monde de l'emballage, j'aime bien dire affectueusement qu'on a un Far West au niveau de la diversité des matériaux, des formes, des formats, des couleurs, des enduits, des vernis, des colles et j'en passe. Donc si on veut arriver à avoir des emballages récupérés, triés et recyclés, il faut travailler sur des bases communes, sur des standards. Il faut comprendre, il ne faut pas dire hey, « moi je lance un nouveau matériau, débrouillez-vous, je le mets sur le marché, puis vous verrez ce que vous faites avec ». Donc, il faut travailler ensemble sur ces bases-là, puis je vais y revenir un petit peu plus tard. La créativité ou l'innovation peut avoir, des fois, il faut la canaliser à bonne place et pas avoir une idée pour une idée, là, en termes de matière. C'est pas vrai qu'en design, on a toujours des pages blanches, il y a toujours des contraintes, il y a toujours des boîtes noires avec lesquelles il faut travailler. Good. De ton côté, Jonathan, justement, on en parlait tantôt, mais comprendre la mission de Still Good, tu sais. Qu'est-ce qui a fait que vous vous levez, comme on dit, à chaque matin, puis que vous venez accompagner une industrie? Écoute, la mission de Still Good, à la base, c'est la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est pour réduire le gaspillage alimentaire. Mais ce qu'on s'est dit, c'est oui, mais un peu comme tu viens de dire, c'est de le faire intelligemment. De se dire, OK, c'est pas juste de dire on réduit le gaspillage alimentaire, c'est quoi ton impact global? Le modèle que tu développes, parce que c'est un modèle qui ultimement réduit tes gaz à effet de serre, qui de manière holistique répond à un besoin, puis qui ne peut pas juste regarder avec des œillères à une petite problématique. Donc nous, on est allé avec 4 grandes étapes qui expliquent bien notre modèle. La première étape, qui est toujours celle qu'on priorise quand on accompagne une entreprise, c'est l'évaluation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler main dans la main avec des entreprises alimentaires. C'est le modèle. Nous, on accompagne les entreprises, on est présent avec eux, on travaille avec eux, on est un collaborateur dans la mise en place de solutions d'éco-valorisation. Donc, on évalue. C'est quoi le potentiel? C'est quoi la matière? Qu'est-ce qui est généré au niveau de l'entreprise? Comment est-ce qu'on est capable de faire quelque chose avec ça? Qui nous amène vers la deuxième étape. Un coup qu'on a fait l'évaluation, qu'on a bien identifié les types de matières qui sont générées, comment est-ce qu'on est capable d'innover? La recherche et le développement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a des équipes qui sont spécialisées, qui vont travailler main dans la main avec la recherche et le développement des entreprises pour voir comment est-ce qu'on est capable de valoriser ça, pour ultimement créer de nouveaux ingrédients pour l'alimentation humaine, pour les réintroduire au niveau de leur offre ou au niveau d'autres types de produits qui peuvent être disponibles également. Qui nous amène à la troisième étape, qui est optimiser. Donc l'optimisation. Optimisation de quoi? Bien, on parle de matières qui s'en allaient à l'enfouissement principalement, ou bon, qui étaient sous-valorisées, que là, on veut valoriser d'une certaine manière. On optimise comment? Ça veut dire de l'optimisation au niveau du transport. Est-ce que ça veut dire d'intégrer certains équipements sur les lieux physiques de certaines plus grandes entreprises? Après ça, c'est l'optimisation des processus à l'interne. Pour nous, on a développé de la technologie, on a développé des procédés innovants qui nous permettent de stabiliser, traiter ces matières-là. Donc, il y a tout ce volet-là également d'optimisation pour être certain qu'on est capable d'en faire plus avec moins. Et le quatrième aspect de notre modèle, qui est celui-là, qui est quand même très important pour nous, c'est l'influencer. Donc, on est dans une industrie où, oui, on accompagne les entreprises, mais c'est l'économie circulaire ou la valorisation de l'alimentation, c'est quand même quelque chose qui est un concept qui est assez récent, ou du moins, dans notre société industrialisée aujourd'hui, est assez récent. Nos grands-mères en parlaient et en faisaient, mais c'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps. Puis au niveau de l'industrie, bon, c'était plus en économie linéaire. Donc, de travailler sur ces modèles-là. Donc, il y a
l'idée d'influencer, en fait, c'est un mouvement. C'est l'idée d'une collectivité qui avance dans un nouveau modèle, dans une nouvelle manière de réfléchir l'alimentation. C'est ça, le modèle fait que vous devenez un catalyseur, à quelque part, de rassembler les transformateurs de l'industrie, puis d'arriver justement à amener la revalorisation de tout ça. Puis ce qui est intéressant, on s'en parlait dans cette notion-là d'être innovant, ou innover, tu disais, bien, si quelqu'un connaît trop l'industrie, tu me disais, chez Steelgood, il ne pourra pas travailler chez nous. Il faut penser en dehors de la boîte, comme on dit. Oui, parce que c'est une industrie qui est quand même assez, encadrée. Ouais. Donc, chez nous, on travaille avec des matières, on nous présente, c'est un résidu jusqu'à un certain point, mais qui est encore très bon. Le résidu, il a été produit il y a quelques secondes, il est là, sur la ligne de production. C'est pas que c'est plus bon. Mais on fait quoi avec ça? Il faut être innovateur. On fait quoi avec la pâte fraîche? On fait quoi avec de la drèche de microbrasserie? On fait quoi avec des surplus de pain? On fait quoi avec des pulpes d'avoine, de soya? Il y en a, là, on fait quoi avec des surplus de fromage? On fait quoi il y a plein de différentes situations. C'est un terme anglophone qui me vient, mais c'est pas un one size fits all. Chaque entreprise, on doit les accompagner, puis on doit voir à leur propre situation, puis développer des solutions qui sont adaptées à leur réalité opérationnelle, mais adaptées aussi à la grandeur de l'entreprise. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. On parle d'actions concrètes, justement. Juste pour finir, excuse-moi, Jonathan, mais comment, justement, vous prenez pour identifier à la source? C'est quoi les vraies sources réelles qui ont un potentiel, justement, de revalorisation économique aussi? Parce qu'au final, comme on dit, il faut faire des sous. Bien, c'est ça. On a développé, ce qu'on dit, nous, chez Steelgood, c'est des solutions d'éco-valorisation. Pourquoi? Écologique et économique. Donc, oui, écologique, mais en même temps, pour nous, c'est important de créer des solutions qui sont économiquement intéressantes pour l'entreprise avec laquelle on est partenaire. Donc, ce n'est pas toutes les matières qui ont la même valeur au niveau de leur valorisation, donc c'est de cibler ça. Parfois, c'est de les intégrer avec d'autres ingrédients pour justement créer un nouveau produit. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille main dans la main avec les entreprises pour trouver comment est-ce qu'on est capable de valoriser complètement ça. Ultimement, le but ultime ou la base du modèle, c'est de prendre une matière puis de transformer ce coût-là. C'est un coût, hein? Donc, un coût parce qu'on doit payer pour l'enfouissement, c'est un coût aussi parce qu'on a des heures travaillées, on a des gens qui ont travaillé, il y a de la matière première qui a été utilisée, qui a été payée puis qui est rejetée. Donc, comment est-ce qu'on est capable de faire pour transformer ce coût-là en revenu pour l'entreprise? Puis à la base du modèle, c'est ça, c'est de dire, bien, travaillons avec eux pour prendre ça qui est un coût, faisons des nouveaux ingrédients qui, ultimement, je vais en parler plus tard, mais ultimement, le modèle, ce serait de réintroduire cet ingrédient-là directement chez cette entreprise-là, pour que ça devienne une source de revenus additionnel et non un coût. OK. Donc, voilà. Puis de votre côté, Geneviève, chez Coentreprise Québec, quand on parle justement de services d'accompagnement, comment justement vous pouvez aider les entreprises à réduire réellement leur empreinte environnementale? C'est sûr qu'à partir des emballages, mais surtout, on veut toujours maintenir notre qualité puis la fonctionnalité première. C'est d'enlever des choses ou de réduire, mais finalement, ça crée d'autres problèmes. C'est pas ça le but non plus. Comme je le mentionnais tout à l'heure, nous, on ne fait pas de conception d'emballage. On ne cherche pas non plus des fournisseurs pour les entreprises. Il y a certaines activités là, entourant l'emballage qui ne sont pas de notre sort. Mais un peu comme le modèle que Jonathan présentait, c'est sûr qu'une entreprise qui nous approche, on reçoit beaucoup de courriels, beaucoup de téléphones, beaucoup de questions de la part d'entreprises. On leur demande, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, c'est à nous de re-questionner l'entreprise. Vous nous appelez, vous dites que vous cherchez des emballages recyclables, vous voulez proposer tel geste, mais est-ce que vous avez déjà fait le diagnostic? Avez-vous déjà évalué le portrait de vos emballages, de vos fournisseurs? Puis, on veut aussi rapidement rattacher les efforts ou les initiatives d'emballage à une vision stratégique. Avez-vous un plan stratégique? Avez-vous identifié des objectifs corporatifs, des objectifs sur votre produit? Puis à ça, on peut ajouter des objectifs sur l'emballage. C'est une pointe d'iceberg, un emballage. C'est pas une fin en soi, il faut travailler là-dessus, mais l'emballage, il existe pour protéger, pour conserver, pour contenir. Donc, il faut que cette équation-là de protection et de préservation
soit maintenu, surtout quand on parle de produits périssables. Là, je veux dire, j'étais assis à côté de Jonathan, je ne suis pas pour lui dire qu'on fait de l'éco-conception puis qu'on augmente le gaspillage. C'est une mauvaise démarche d'emballage, si c'est le cas. Donc, on répond à énormément de questions, on fait des diagnostics d'emballage à vol d'oiseau, puis on est à développer des outils plus structurants que je vais parler dans quelques minutes, mais on a sur notre portail, on a un portail sur l'éco-conception d'emballage qui est bilingue. Vous allez retrouver beaucoup d'outils d'aide à la décision sur ce portail-là. On fait aussi beaucoup de recherche et développement. On a publié en 2021 un rapport sur les emballages de plastique compostables et biodégradables où on a des recommandations qui ne vont pas en faveur de ce type d'emballage-là. Puis on a des solutions, puis on a des réponses aux drapeaux qu'on a soulevés dans notre rapport. Puis c'est basé sur de la science. Donc, ça aide les entreprises à dire « Hey, je trouve ça dur. Moi, je pensais que je faisais un choix d'emballage compostable, ça me semble louable, ça me semble vertueux. Mais là, je suis confrontée à mon idée. Mais je vais prendre le temps de lire qu'est-ce que Éco-entreprise Québec ramasse comme information. Puis, à un moment donné, bien, on va faire des choix conséquents. Ouais. Jonathan, tantôt, disait c'est pas tous les sous-produits alimentaires qui ont une valeur. Des fois, il faut accepter de dire non, de dire que c'est pas une bonne idée. Bien, dans notre univers, c'est le cas aussi. Donc, on fait de la veille à l'échelle mondiale, donc on suit ce qui se passe, puis ça nous permet d'alimenter les entreprises, puis on fait aussi beaucoup de projets en collaboration, que ce soit avec des chaires de recherche, avec des agences, avec Pigeon, ça fait quelques fois qu'on travaille ensemble. Donc, c'est important pour nous de contaminer positivement l'écosystème puis de faire travailler tout le monde dans le même sens. Parce qu'au final, l'objectif premier de tous vos services, c'est nourrir, si je peux dire, le système de recyclabilité, mais avec les bons emballages. Et pas juste se fier des fois, ah ouais, mon fournisseur me dit que c'est recyclable, mais est-ce qu'on a encore ici les installations ou les débouchés, ou un peu comme un ingrédient, est-ce qu'on est capable de donner une valeur? La même chose au niveau des emballages. Oui, puis on essaie vraiment de démocratiser, donc on rend cette information-là accessible, puis ce qu'on est en train de faire, c'est de rendre nos approches et nos outils plus opérationnels pour être capable d'atteindre plus d'entreprises, un plus grand bassin. J'ai quand même pas, on n'est pas 25 employés dans mon équipe, on est une petite équipe, donc on veut vraiment faire le plus possible. Puis, Jonathan, de ton côté, tu sais, on part du fait que 58 % au Canada de la nourriture, justement, qui est gaspillée. Fait que c'est plus que la moitié. C'est quand même, on dit, on est rendu en 2024, on est très conscient, mais on parlait tantôt d'actions concrètes. Il est donc critique de vraiment s'attaquer à ça. De votre côté, c'est quoi les types de solutions, justement, que vous offrez, puis que vous déployez quand vous, je vais prendre le terme, quand vous débarquez, justement, chez les transformateurs alimentaires, puis dans cette idée-là, comme tu disais tantôt, de réduire leurs coûts liés au gaspillage, puis de les transformer en source de revenus. Oui, c'est ça, je voudrais peut-être partager un peu le cycle de vie des ingrédients, ou comment ça fonctionne quand on débarque, comme tu dis, en entreprise. Ouais. Parce qu'on se comprend, le 58 %, c'est énorme, de nourriture qui est gaspillée. Il y a du travail à faire, mais pour nous, on le voit comme une opportunité. On est du monde positif dans la vie. Nous, on le voit comme on a une belle opportunité de pouvoir développer et de créer de la valeur avec ça. Donc, comment ça fonctionne? Ça, c'est juste un petit tableau que j'aime bien, parce qu'on commence avec le départ qui est un résidu. Qui est généré dans l'entreprise. La prochaine étape, c'est qu'on va y aller avec, c'est quoi? On va faire un diagnostic. On rentre en entreprise, on fait le diagnostic. On va regarder c'est quoi, j'en ai parlé un peu tantôt, mais le diagnostic. Ensuite, on tombe dans la recherche et le développement. Donc, recherche et développement de la matière. Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça? Comment est-ce qu'on est capable d'imaginer un nouvel ingrédient? Comment est-ce qu'on est capable d'imaginer un produit qui réintègre ce qui était considéré un résidu, mais qui ultimement peut devenir une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, pourquoi? Parce qu'on se rend compte que souvent, dans les sous-produits, on a beaucoup de fibres, on a beaucoup de protéines, on a beaucoup de ces éléments-là qui, si je prends l'industrie du breuvage, par exemple, on va avoir tendance, pas tous, là, mais on va avoir une bonne tendance à garder plus les sucres ou tout ça. C'est ça qui va être ce qu'on va chercher, que ce soit dans du jus ou ailleurs. Là. Donc, ce qui reste après, c'est ça, c'est la fibre, la protéine, tout ça. Donc, à quelque part, est-ce qu'on est capable de réintroduire ça et de réutiliser ça au niveau de l'alimentation? Troisième étape, qui est la transformation d'ingrédients. On va prendre la matière, on a développé des systèmes où on est capable d'aller faire la cueillette de ces ingrédients-là. Pour plusieurs clients, c'est just in time. Là. Donc, c'est de la matière qui est souvent qui est friable ou qui va avoir une durée de vie qui est assez courte.
Donc, on a développé des méthodes de collecte qui nous permettent d'assurer une traçabilité, du contrôle de qualité. Ça vient à l'usine, ça passe dans les différentes étapes de traitement pour ensuite en faire un ingrédient qui est disponible. C'est conditionné selon le besoin de l'entreprise. Alors, après ça, c'est retourner idéalement à l'entreprise avec qui on a développé le produit pour l'intégrer dans sa production. Il arrive parfois, et même à plusieurs occasions, que l'entreprise soit ne peut pas la reprendre complètement parce que ce qu'elle génère excède le volume qu'elle peut reprendre ou ce n'est pas dans son modèle d'affaires. Elle n'a pas la possibilité de pouvoir réintégrer le produit qui a été développé. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on jette ça? Mais non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé tout un autre volet de notre offre de service qui est des produits prêts à manger ou des produits consommables qu'on appelle disponibles au niveau du service alimentaire. Donc, on a un grand réseau de tous les distributeurs alimentaires. On a développé toutes sortes de produits. On a aujourd'hui pas loin d'une trentaine de produits qui sont disponibles. Vous irez voir, on a un kiosque ici, là, vous irez voir au kiosque si vous voulez plus tard, mais vous avez des exemples de ça. C'est disponible via les services alimentaires, que ce soit des premix de farine, des farines d'usage, des biscuits, des craquelins, on a des chips, des salsas, des pains burgers, il y a toutes sortes de produits qui nous permettent de justement de valoriser ce pourcentage-là que l'entreprise ne peut pas reprendre complètement. Et on travaille avec plein d'autres entreprises qui, eux, nous disent « moi, j'ai pas nécessairement de matière à valoriser chez nous, mais j'aimerais ça avoir des ingrédients valorisés dans mon offre. » Ça nous permet de répondre à ce besoin-là également. Parce que ce que vous transformez, c'est la communauté aussi qui va en bénéficier, les écoles, les résidences personnes âgées, les hôpitaux, ces choses-là. Fait qu'à quelque part aussi, on revalorise, on nourrit également nos gens avec... Je vais te donner l'exemple des écoles. On a développé des produits qui se retrouvent, les collations qui se retrouvent dans les écoles sont des collations qu'on a développées qui sont valorisées à plus des ingrédients, c'est plus de 50% d'ingrédients qui sont valorisés, à 70% même pour certains de nos produits qui sont disponibles dans les écoles. Mais on y est allé avec les critères intéressants au niveau santé également. Donc, on a plus de protéines, on a moins de gras, on a moins de sucre. C'est super intéressant côté nutritif également. Puis le goût, il est là, ils sont bons. C'est bon. C'est intéressant côté santé, nutritif, des informations nutritives sont intéressantes là, puis en même temps, c'est valorisé. Donc, c'est un peu c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, dans le fond. Puis Geneviève, justement, on parle des bénéfices que Still Good peut apporter, puis de votre côté, quels sont, vous, les bénéfices que les entreprises peuvent bénéficier de l'éco-conception, justement, dans leur pratique d'affaires, puis comment votre équipe, justement, peut les aider à générer cette fameuse valeur-là qu'on cherche? Bien, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans le fin détail granulaire de toutes les étapes de l'emballage. On est dans cette approche globale. Puis ça fait un petit moment qu'on a commencé à plonger dans le monde du marketing en se disant, là, on travaille beaucoup avec le producteur, on travaille souvent avec les équipes d'aider, les équipes de production, puis les achats. Puis là, il faut aller chercher le marketing parce que je m'en rendais compte là, en rencontrant des équipes multidisciplinaires à l'interne. Bien, chacun a ses objectifs par équipe. Puis là, clairement, il n'y a personne qui sait parler. Fait que là, il y en a un qui veut intégrer du contenu recyclé. Les achats sont pas au courant. Ils viennent de signer un contrat pour 5 ans. Puis là, le marketing voulait ça tout noir. Puis là, ben non, c'était pas trop ça. On voulait pas mettre autant d'encre. Donc, on a commencé à parler avec le marketing. On parle avec les agences parce qu'on s'est dit, vous faites du branding d'emballage, vous faites de l'habillage, puis des fois, vous avez peut-être un petit peu plus de portée ou de marge de manœuvre avec les clients. Donc, nous, on essaie d'accompagner aussi les entreprises à réfléchir aux bonnes approches marketing. Marketing, on n'est pas toujours obligé de vendre du rêve. On peut vendre de la pertinence, on peut vendre des résultats, on peut vendre une histoire qui fait du sens. Puis, c'est là qu'il faut se réorienter. Il y a, à la fin mars, je donnais une conférence où, c'est drôle parce que je l'ai rencontré, la fromagerie Belle, puis je lui disais, ben en Europe, il n'y a pas longtemps, vous avez lancé une montre qui donne l'heure de l'apéro. Donc, une montre en plastique qui donne 19 heures, l'heure de l'apéro, parce qu'ils voulaient relancer un produit chez la fromagerie Belle, la Péricube. Puis, selon leur diagnostic, il fallait aller chercher la nouvelle génération de cette façon-là. Mais je me suis dit, mais c'est contre-productif. Pendant ce temps-là, tu as des équipes qui travaillent à amincir les emballages, à les rendre plus recyclables. Puis là, tu as une équipe marketing qui lance une montre. Bon. Donc, nous, on essaie d'avoir de la cohérence là-dedans.
Donc, c'est clair que quand on fait des efforts d'emballage liés à notre produit, à notre entreprise, on va avoir des choses intéressantes à dire, puis on veut l'amener au niveau de la stratégie de marque. Mais c'est aussi la question, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Jonathan t'en parle, tu parles de tes produits, mais moi, j'essaie de m'imaginer votre usine puis les systèmes, mais c'est la même chose avec les emballages. Hein. On voit ce qu'il y a sur les tablettes, je parle tout le temps des boîtes de céréales, mais l'entrepôt, le transport, la logistique, des breuvages, est-ce que vous recevez des préformes que vous soufflez à l'usine? Vous recevez des bouteilles déjà soufflées? Donc, quand on parle d'emballage, il y a une empreinte environnementale, il y a des impacts un peu partout. Une optimisation des volumes aussi pour réduire les coûts de transport ou les empreintes. Exactement. Donc, des fois, les effets de levier ou là où on a un impact plus grand, ça se passe dans l'ombre, mais on peut en parler à notre client puis à notre consommateur de cet aspect-là. Puis au niveau réglementaire, nous, on représente la collecte sélective, donc on représente déjà un aspect réglementaire qu'on met en application, qu'on explique aux entreprises, puis on les accompagne là-dedans. Mais ça bouge au niveau de l'emballage. Moi, comme je n'ai jamais vu, ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'industrie. Puis il y a 15 ans, je ne parlais même pas d'éco-conception, je disais l'optimisation parce que personne ne savait ce que c'était. Là, les taux se resserrent en Europe, on voit le cadre réglementaire. Donc, nous, on pousse les entreprises, pas à innover pour innover, mais à faire des choix d'emballage conséquents avec ces resserrements réglementaires ou les nouvelles politiques qu'on voit poindre à l'horizon. On suit, comme je disais, beaucoup ces tendances-là. Puis une dernière chose que je voulais dire, dans toute cette cohérence, étant responsable de l'élaboration de notre grille tarifaire, le taux d'une matière va aussi refléter le traitement, donc ce que coûte cette matière-là quand on la collecte, on la trie, on la conditionne. Puis on va vouloir avoir départagé des matériaux qu'on souhaite moins voir ou pas voir du tout dans l'industrie de l'emballage. Je vais en nommer un, là, le plastique numéro 3, le PVC. C'est une des matières sur lesquelles on a une pénalité à partir de cette année. Il existe énormément d'alternatives au PVC dans l'emballage. C'est vrai qu'il y a des défis dans certains secteurs. Je pense à l'industrie pharmaceutique où on a encore beaucoup de blisters en PVC, mais il y a des possibilités de faire des changements. Puis, c'est ce qu'on porte au niveau tarifaire, c'est conséquent avec ce qu'on amène au niveau de l'éco-conception, puis la recyclabilité. Donc, on essaie vraiment d'avoir de la cohérence de l'amont à l'aval. Puis, tu parles d'un point de vue législatif, justement. Le gouvernement a fixé aux producteurs, justement, qui mettent en marché des produits emballés, contenants, imprimés, peu importe ce que c'est, à travers vraiment les organisations. Il y a des cibles, il y a des objectifs aussi de réduction. Comment arrimer, justement, ces cibles-là, puis ces objectifs-là de la collecte sélective qui sont exigés aux producteurs, justement, mais avec c'est quoi les meilleures pratiques pour y arriver, là? Bien, je vous invite, puis les outils que... Oui, on a des outils, en fait, puis les cibles sont importantes à mentionner parce qu'on a des cibles de récupération, mais on a des cibles de recyclage. Donc, on a comme 9 grandes catégories de matériaux, là, papier, carton, dans les plastiques, on a différentes familles. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous lancez un nouveau matériau qui n'est pas dans ces grandes catégories-là, bien, c'est clair que l'atteinte des cibles va être difficile. Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur cette notion de sobriété et de simplification des emballages lorsque c'est possible. Ce que nous, on va lancer cette année, là, on est vraiment en train de travailler les derniers 1000, c'est ce qu'on appelle des lignes directrices sur la recyclabilité, des lignes directrices sur l'éco-conception. C'est des bases qu'on jette, on ne jette pas à la poubelle, là, vous comprenez, mais qu'on installe, qu'on met en place, en fait, pour démystifier sur quoi ça repose, la notion de recyclabilité. Puis si moi, je suis dans le PET, c'est quoi les choix d'étiquette que je peux faire, les choix de coloration, les choix de colle? Donc, ces lignes directrices-là, c'est consensuel, c'est qu'on a regardé les référentiels aux États-Unis, en Europe, Recyclas, l'APR et autres référentiels qui existent. Puis on a fait une espèce de melting pot plus cohérent et plus vulgarisé pour les entreprises. Puis on fait de la validation externe de ce qu'on va déposer cette année. Mais c'est parce qu'on veut rendre les entreprises plus autonomes puis créer des discussions à l'interne. Hey, il y a des lignes directrices. Là, notre étiquette en PETG, c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les solutions qu'on a? Donc, on travaille là-dessus, puis ce que vous voyez à droite, c'est un petit aperçu d'un outil, là, on y donne plein de noms, là, dernièrement, on l'appelait la boussole. Je regarde Cléo dans la salle, qui était, elle appelait encore l'outil diagnostic. Bref, on ne l'a pas encore brandé, je ne sais pas si on va le brander, mais l'objectif, c'est d'orienter les entreprises avec les données de déclaration qu'on a. Donc, une entreprise déclare chez nous, peut-être, mettons, 400 SKU, X sortes de matériaux. Nous, on est capable de faire parler ces données-là de déclaration puis de dire, toi, tu déclares quatre matériaux différents,
Puis dans les matériaux que tu déclares, il y en a, ça va bien. Les filières sont matures, d'autres filières sont en développement, d'autres filières sont inexistantes. Donc, on va travailler avec toi pour te dire bien, quel type de changement tu devrais faire ou tu pourrais faire au niveau de ton emballage. Puis on va parler d'éco-conception par la suite parce qu'on cherche d'abord à savoir est-ce que j'ai le bon matériau, est-ce que je suis en adéquation avec un système qu'on est en train de mettre en place et d'évoluer. Donc, c'est souvent c'est pas une fin en soi, là. Ce qui est difficile à recycler aujourd'hui, on travaille aussi sur les solutions. Ce qu'on entend souvent, puis même on le partage avec nos clients, c'est toujours de où je pars. Puis oui, je veux m'améliorer, la volonté est là, mais sans unité de mesure, c'est la même chose en marketing en général, comment on peut savoir si on s'améliore, si on ne sait pas d'où on part. Donc, ce que j'aime avec ça aussi, c'est un genre de tableau de bord qui nous dit, on a notre Polaroid année 2024, on est là. Puis au moins, on part d'une base de se dire, OK, on a X% dans le vert, X% dans l'orange. On est dans le rouge, il faudrait... Fait qu'on s'attaque au rouge. Des fois, je faisais le parallèle avec ça, avec tout le monde a acheté une maison. Il y a notre fameux rapport d'inspection bâtiment, quand justement, on voit sont où les strikes à améliorer. Il y a quelque chose d'intéressant ou facile, en tout cas pour les transformateurs, de voir les solutions. Oui, absolument. Puis c'est un peu l'objectif là, de partir de quelque part, puis d'avoir cette base-là avec toutes les entreprises. Puis cet outil-là, on le travaille pour nous être plus opérationnel quand on travaille avec les entreprises, parce qu'on fait beaucoup d'analyses à la mi-terme. L'objectif, c'est de rendre cet outil-là disponible aux producteurs, mais on veut même regarder avoir une interface qui serait disponible pour des agences ou autres qui veulent comprendre c'est quoi le comportement d'un matériau dans la collecte sélective. Donc, on réfléchit vraiment là, à, encore une fois, démocratiser l'approche. Collaboration, justement, faisons... le pas de ton côté avec Still Good, Jonathan, j'aimerais ça que tu nous parles justement de cette idée de collaboration, comprendre comment vous créez ces maillages, des fois, entre plein de partenaires. Ça peut être plus qu'une entreprise, même plusieurs transformateurs. Comme tu disais tantôt, vous poussez toujours la machine ou l'idée de créer quelque chose de différent. Puis surtout, vous êtes très... excusez l'anglicisme, mais solution-driven, de toujours trouver cette solution-là. Parle-nous de comment vous les créez, ces opportunités-là, dans votre approche. Bien, écoute, il y a quand même là, on le voit de plus en plus, là, on se fait approcher par plein d'entreprises avec qui on développe et qu'on fait de la recherche et du développement. De plus en plus, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on est en train de mettre certaines entreprises ensemble pour créer un produit qui vient de différents types de matières qui ont été générés. Donc, on va prendre de la pâte d'un bar, le fromage de l'autre. On va trouver une manière de créer un nouveau produit qui va avoir différents types d'ingrédients de différentes entreprises. Fait que ce qu'on est en train de créer, c'est beaucoup plus que juste... C'est un écosystème. Un écosystème où les entreprises... nous, on est au centre de tout ça. On sait ce qui est disponible. On réfléchit à des différents produits qui peuvent être remis sur le marché, mais qui vont inclure divers types de produits, t'sais. Mais le modèle, je peux me permettre d'expliquer un peu comment on fonctionne. Donner un exemple concret. On a lancé le modèle il y a quelques années. On avait parti ça avec un de nos partenaires à nous depuis de longues années, qui est Trois Brasseurs. Trois Brasseurs brassent de la bière dans chacun de leurs établissements. Donc, ça génère, puis c'est des plus petits volumes, mais à de fréquences très, très, très régulières. Dans des lieux dans la ville, donc petit, puis dans la ville, puis il n'y a pas grande option, ça s'en allait tout à l'enfouissement. Donc nous, on a développé un système pour être capable de faire la récupération de tout ça. Ça vient à l'usine, transformé en farine. Aujourd'hui, si vous allez chez Trois Brasseurs, il doit y avoir pas loin de 50% des systèmes sur leur menu qui ont intégré les drèches en farine de Trois Brasseurs, donc des farines tout usage, les pains burgers. Vous allez avoir les sauces, jusque dans les desserts, les fish and chips, c'est fait avec nos ingrédients. Donc, il y a différents types de produits qu'on a développés. Donc, aujourd'hui, ça se retrouve sur leur menu. Ils ne peuvent pas prendre la totalité. Donc, ce qu'on fait avec les autres, on a développé plein d'autres produits qui incluent leur drèche, par exemple, puis qui sont disponibles pour le service alimentaire. Donc, c'est un exemple de circularité. Puis, il y a un point que tu disais tantôt qui m'a fait penser, souvent dans l'industrie alimentaire, on n'en parle pas, où les gens viennent nous parler d'un peu de leur... J'ai des résidus, je ne veux pas trop en parler. Nous autres, ici, on en génère. Là. Nous, là, il y a peut-être un 20 à 30% de tout ce qui rentre à l'usine qu'on ne peut pas réutiliser pour l'alimentation humaine. Pourquoi? Parce que ça ne passe pas au contrôle qualité. Il y a eu des intrants, ou en tout cas, il y a eu des contaminants qui sont là. Puis bon, l'équipe, on ne peut juste pas les utiliser. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Donc, notre innovation, on la pousse encore plus loin. Parce que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on a développé des partenariats avec des entreprises qui les utilisent pour nourrir des insectes, d'autres qui nourrissent des animaux, avec ça qui fait en sorte qu'on est zéro déchet. Il n'y a rien chez nous qui est gaspillé. Mais dans le modèle, on l'a réfléchi. Fait que le partenariat va plus loin. C'est même plus juste est-ce qu'on prend de la matière, on le retourne? Non, mais on le retourne aussi dans les services alimentaires. Mais au-delà de ça, ce qu'on ne peut pas utiliser, on a aussi bâti des partenariats avec des entreprises qui, eux autres, le réutilisent pour leurs produits. Il y en a qui les utilisent pour faire pousser des champignons. Il y a plein d'options. Puis dans le fond, c'est d'avoir une vision holistique 360 avec nos partenaires pour s'assurer que dans tout ça, notre modèle est cohérent. Puis, j'aimerais ça savoir comment, justement, l'importance, après ça, de mesurer. Comment vous le mesurez, justement, tout ça, l'impact, qu'il soit autant environnemental ou social, pour vos clients? Parce que dans le fond, c'est ça, c'est qu'avec les exigences les entreprises ont aussi besoin de preuves. Oui. Ouais. Bien, écoute, c'est sûr que pour nous, c'est important, puis ça évolue tout le temps. Là. On se fait des audits, on va dire ça comme ça, avec des firmes externes avec qui on travaille pour s'assurer que notre modèle est efficace. Donc, nous, à la base, juste pour donner les bases, il n'était pas question pour moi qu'on développe un modèle qui était pour adresser le gaspillage alimentaire, mais qu'au final, quand on regarde toutes nos opérations, on aurait généré plus de gaz à effet de serre que si on le laissait aller en enfouissement. On s'entend, là? Mm-hmm. Donc, ça ne faisait pas de sens dans notre esprit de faire un modèle comme ça. Là. Donc, pour nous, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a travaillé avec la Ivy School of Business, où on a fait un life cycle assessment, là, ou une analyse de cycle de vie sur le modèle qu'on proposait, et qui démontrait en fait, puis qui démontre qu'aujourd'hui, notre modèle est un modèle qui est carbo-négatif. Donc, on n'est même pas juste au niveau de la carboneutralité, mais c'est négatif. Donc, nos opérations génèrent moins de gaz à effet de serre qu'on en retire par rapport à ce qu'on fait. Donc c'est très intéressant. Fait que cette négativité-là, vous pouvez la retransmettre à vos partenaires clients. Ouais. Donc, nos partenaires qui travaillent avec nous, automatiquement, réduisent leur empreinte carbone, du fait que nous, on est négatif. Donc, il y a comme il y a un intérêt par rapport à ça. Fait qu'il y a une mesure qui est là, qu'on refait. Là, on rentre là-dedans encore. Là, on refait une analyse de cycle de vie avec des partenaires différents maintenant, parce qu'on va aller chercher une autre vision, une autre approche pour être certain de venir valider qu'on est encore dans le même en grandissant, parce qu'on grandit énormément, mais d'être certain qu'on garde cette carbo-négativité-là. Puis, bon, on a développé des outils avec les CTTEI, puis avec Synergie PME Montréal, où on fait toute l'analyse de nos gaz à effet de serre. Mais tu sais, on a développé des équipements, on a développé de la technologie qui est 100% électrique. On s'en va vers des flottes de camions qui sont 100% électriques également. Fait que nous, tout ce qu'on travaille est toujours avec un objectif de réduire l'empreinte au maximum. C'est ça. Fait qu'on a différents outils comme ça qu'on utilise comme tableau de bord pour être capable de bien identifier, au-delà du volume c'est des milliers de tonnes maintenant aujourd'hui, là, qu'on valorise, mais au-delà de ça, c'est comment est-ce qu'on s'assure que tout le processus au complet nous permet d'être carbo-négatif. Merci. Puis pour finir avec ça, Geneviève, on parle justement d'impact, de mesure et tout. De votre côté, est-ce que tu peux nous partager justement des exemples concrets de projets avec Éco-entreprises Québec qui ont justement permis de réduire efficacement l'utilisation justement des matériaux, puis surtout d'améliorer l'image de marque aussi? Oui, j'ai choisi volontairement deux exemples d'une petite entreprise et d'une beaucoup plus grande entreprise pour montrer qu'on travaille vraiment avec toutes les tailles. Puis, je vous le dis, les grandes entreprises nous approchent, les General Mills, les Coca-Cola. On est petits, on représente le Québec, mais ils aiment ce qu'on amène comme solution. Ils aiment aussi nos mesures d'éco-modulation. J'ai parlé tantôt du malus PVC, mais on a un bonus incitatif à l'éco-conception depuis 4 ans. Ils ont d'ailleurs déposé des demandes. Donc, le cas à gauche, c'est les pères trappistes. En fait, la petite histoire, j'achète des chocolats des pères trappistes. Je vois que sur la boîte, c'est écrit 28% moins d'emballage. Moi, je me dis, bon, OK, mais ça veut dire quoi, ça? Fait qu'on a contacté l'entreprise, puis moi, j'ai dit, j'aimerais ça que vous m'expliquiez pourquoi là, vous mentionnez qu'il y a 28% moins d'emballage. Puis en fait, c'est des boîtes qui sont montées à la main par les pairs, donc c'est long, c'est manuel. Donc l'objectif, c'était pas du tout au niveau de l'éco-conception, c'était d'améliorer le temps de préparation des boîtes de chocolat, donc simplifier le travail des pairs. Donc, ils ont éliminé certains composants d'emballage, un plateau et autres, mais ça a amené une réduction d'emballage. Donc, moi, je leur ai dit, OK,
Vous ne l'avez peut-être pas fait pour ça. Par contre, vous avez des effets collatéraux positifs à votre initiative. Moi, j'aimerais le mesurer. Donc, on a un outil d'analyse de cycle de vie simplifié chez Éco-entreprise Québec. On peut mesurer, entre autres, le bilan de gaz à effet de serre, mais d'autres attributs d'emballage. Donc, on a fait la mesure des différentes boîtes de chocolat chez les partrappistes, puis on est allé chercher d'autres indicateurs que le 28 qu'ils avaient mis sur la boîte. Puis ça nous a permis à l'époque de se rendre compte que chez les partrappistes, les chocolats de Pâques, donc les fameux lapins et les poules, qu'on retrouve souvent là, dans des boîtes avec une coque de plastique, étaient en PVC. Puis on leur a dit, là, nous, on s'en vient avec un malus en 2024. Pensez à changer votre matériau. Vous êtes dans un plastique thermoformé. Il existe plein de solutions. Puis ils l'ont changé finalement avant l'entrée en vigueur du malus. Puis on a d'autres exemples comme ça. Donc, de dialoguer avec les entreprises, ça permet aussi ça. Chez Keurig, Dr Pepper, ils ont fait une demande, entre autres au niveau du bonus, puis ils ont documenté finalement l'évolution d'une bouteille. Puis ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a 3 images, parce qu'en fait, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont passés du verre au PET. Donc, l'objectif, c'était vraiment de l'allègement, d'avoir quelque chose de moins cassant. On dit que le verre, oui, ça protège bien, mais c'est très énergivore aussi, le verre. Donc, ils sont passés du PET, puis maintenant, ils sont dans le RPET. Donc, on a du PET recyclé post-consommation à 100 %. Ça s'est fait graduellement. Il y a eu les changements d'étiquette, les changements de bouchons. Puis, ils n'en restent pas là. Ils continuent dans leur démarche. Ça, c'est 2 exemples, mais on en a vraiment plusieurs. Puis, on travaille avec la SQDC, c'est la 2e fois qu'on travaille avec la Société d'État qui nous avait approché la première fois en 2021. Ils nous ont dit, nous, évidemment, comme Société d'État, on doit faire des bilans de développement durable, RSE, puis on s'est engagé à avoir 30 % d'emballage éco-responsable. Là, on leur a dit, mais c'est quoi un emballage éco-responsable pour la SQDC? Puis là, ils nous ont dit, bon, on ne le sait pas. Donc là, on a travaillé avec des partenaires externes, puis on a dit, bon, on va définir avec vous si ça repose sur quoi. Donc, ça reposait sur les choix d'approvisionnement, donc les distances. Mais là, le local dans le cannabis, c'est pas le même local que peut-être pour toi, donc il fallait comprendre le périmètre. C'était la question du ratio emballage-produit, parce qu'on le sait, quand le cannabis est devenu légal, ils se sont fait dire qu'il y avait énormément d'emballage, donc il y a eu le travail à cet égard-là. Donc, on a défini 4 critères, ils ont commencé à se mesurer. Ils n'ont pas 30 % d'emballage éco-responsable, il était à peu près à 13 % la première mesure, mais la mesure s'est améliorée. Puis ils veulent aller plus loin avec les fournisseurs, donc on continue aussi de travailler avec, c'en est un exemple parmi tant d'autres, la SQDC. Merci, merci. Donc, ça conclut le tour de notre discussion. C'est toujours le dessus, parce qu'on pourrait en parler une journée complète du sujet, mais si vous aviez 2 à 3 mots à laisser, justement, avant de se quitter, Geneviève, de ton côté, s'il y a une chose qu'il faut retenir? Bien, moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se dire les vraies affaires. Je suis contente d'entendre Jonathan parler des défis puis de comment ils se remettent en question continuellement puis qu'ils sont très conscients de ce qui est à faire, autant au niveau de vos infrastructures que des partenaires avec qui vous travaillez. Puis moi, je le dis, il faut travailler ensemble. Puis travailler ensemble, c'est pas se tenir la main sans cesse, là. C'est d'avoir des bases communes, d'avoir une vision commune, travailler sur des standards. Donc, moi, puis j'invite finalement l'écosystème de l'emballage à travailler ensemble. Merci. Puis Jonathan? Bien, 2 petites choses. La première, je dirais partenariat. Donc, Still Good, en fait, nous, on est là pour être partenaire avec l'industrie alimentaire, pour être capable d'accompagner les entreprises vers un système circulaire en toute transparence, mais aussi en toute positivité. C'est comme ça que je le dis. On est en mode solution tout le temps, création, innovation. Puis le dernier volet, c'est que Still Good, en fait, c'est plus qu'une entreprise. Là. Still Good, c'est un mouvement. Nous, on est un peu comme la locomotive de ce mouvement-là d'économie circulaire en alimentation. On le voit, on le sent qu'il y a un mouvement qui est là derrière. Fait que nous, on ne se voit pas comme une entreprise, on est là comme partenaire, on se voit comme une collectivité, puis on est juste un des maillons dans cette collectivité-là pour faire avancer l'alimentation en économie circulaire. Catalyseur, c'est ça. Fait que merci beaucoup. C'était très enrichissant. Puis, Geneviève, Jonathan vont demeurer disponibles à la fin du bloc si vous avez des questions pour eux, à la porte, au corridor, ou Still Good a aussi son kiosque 2834. 2834. Donc, si vous voulez, les produits sont là. Tu parlais que les biscuits étaient bons tantôt, on peut donc aller goûter. Oui, il y a plein de produits à déguster aujourd'hui. Merci.